que tu as avoué d'ailleurs à ta sœur que tu avais découvert. Alors oui, elle est rentrée dans la chambre, elle m'a vu en train de lire. Grillé. J'avais l'habitude d'être moi-même un petit garçon solitaire et du coup je me suis retrouvé en lui, mais énormément. Et ça m'a un peu rassuré sur qui je pouvais être. Si tu es comédien, metteur en scène, etc., cette vie n'est peut-être pas complètement étrangère à tout ça. Je pense que ça m'a appris à casser un petit peu certains codes, à oser dans la créativité, les choses que je fais moi en tant qu'artiste aujourd'hui. Bonjour, je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste à mes heures. Tu écoutes la rubrique Bouche à oreille du podcast L'entrée des coulisses. Mon podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et te présenter des artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, une personne comme toi partage son coup de cœur, celui qui a marqué sa vie. Si, carrément. Ce mini-épisode te fera patienter jusqu'à l'épisode long format dans lequel j'invite un ou une artiste pour une interview intimiste. Allez, qui nous ouvre un petit bout de son cœur là maintenant? Bonjour Wendal. Bonjour Isabelle. Merci de participer à l'entrée des coulisses dans cette rubrique bouche à oreille. Avec grand plaisir, merci de m'inviter surtout. Première chose, comment as-tu découvert l'artiste dont tu vas nous parler? Quel a été ton premier contact avec lui ou elle? Parce que je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme. Tu vas nous dire ça. Alors, je devais avoir une dizaine d'années, je pense, et je fouinais dans la chambre de ma grande sœur, chose que je n'avais pas le droit de faire, mais j'ai été le faire. Et à un moment, dans un coin de sa chambre, je tombe sur des BD. Ouais. Je commence à regarder, il y avait beaucoup de BD pour adultes, et il y en avait une, c'était une BD avec un petit garçon qui avait l'air de plein d'énergie. Et j'ai commencé à me fondre dedans, sauf que c'était pas une BD classique comme j'avais l'habitude, avec des cases les unes après les autres, avec un format très formel. Là, les cases parfois étaient éclatées, parfois il n'y avait pas de contour, et c'était des gags, c'était une BD humoristique. Les gags, parfois, ils se suffisaient en eux-mêmes, mais parfois on comprenait pas si c'était l'intro pour un autre gag. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'un peu éclaté, ouais. Et ça m'a passionné, et je suis rentré dedans, et voilà. Et je me souviens qu'à cet âge-là, c'est un garçon qui avait à peu près mon âge, et je me suis assez vite identifié à lui. Donc tu as découvert cette œuvre, cette BD, donc un peu en fouinant. Et après, est-ce que tu es revenu à cette BD? Est-ce que tu as été en acheter? Est-ce que tu as avoué d'ailleurs à ta sœur que tu avais découvert cette BD? Alors oui, elle est rentrée dans la chambre, elle m'a vu en train de lire. Grillé. Et je pense que donc il doit y en avoir peut-être 25, 30, quelque chose comme ça, des BD, et tous les soirs, je les lisais, et je pense que depuis, j'ai dû les lire une dizaine de fois, et depuis peu, j'ai commencé à me les acheter, parce que jusqu'à présent, je réutilisais ceux de ma sœur, que je lui empruntais, que je lui volais, mais oui, je les ai lus des dizaines de fois, et voilà, et là, je commence à me faire ma propre collection. Ok. Est-ce que du coup c'est un artiste, l'amour de cet artiste, l'intérêt pour cet artiste, est-ce que tu l'as partagé avec ta sœur? Ou est-ce que ça a été vraiment des lectures à chaque fois, chacun dans votre coin, chacun votre propre imagination? Partager un peu, sachant que ma sœur est beaucoup plus âgée que moi. Presque une dizaine d'années plus que moi. Donc, ouais. Elle a un regard très différent sur cette œuvre. Elle, peut-être un regard plus adulte et moi, plus enfant. Mais en grandissant, je rejoignais son regard à elle. Et donc, oui, on a pu en parler à plusieurs reprises, notamment le côté très poétique, à la fois un mélange de profondeur philosophique avec une couche de poésie qui était assez incroyable, mais ce qu'on a partagé surtout, c'est le fait tout simplement de dire à quel point on aime cet artiste. Et même avec les gens autour de moi, je parle un petit peu de ce que c'est, mais je partage surtout à quel point j'aime ça, à quel point ça me touche. Voilà. La première BD que tu as lue de cet artiste, tu t'en souviens, j'imagine. En quoi ça a été un choc émotionnel pour toi?
Alors déjà, il y avait ce côté dont j'ai parlé, un peu créativité avec un format un peu différent d'habitude. Et puis il y avait un côté un peu irrévérencieux aussi de ce petit garçon qui faisait pas mal de bêtises, qui souvent parlait comme un grand, mais en même temps avec un esprit d'enfant. Et parfois, on ne savait pas si... Parfois, il est plus raisonné que l'adulte. Mhm. Un petit garçon solitaire qui s'imagine beaucoup de choses. J'avais l'habitude d'être moi-même un petit garçon solitaire et du coup, je me suis retrouvé en lui, mais énormément. Et ça m'a un peu rassuré sur qui je pouvais être Ouais. en m'identifiant à lui, en me disant, mais c'est ok d'avoir entre guillemets des amis imaginaires, pardon. Mhm. C'est ok de vouloir faire des bêtises. C'est ok de penser que des fois les adultes ils font pas toujours tout très bien et que des fois on est plus intelligent entre guillemets qu'eux. Et du coup c'est ça qui m'a touché, de me dire mais c'est ok, il me ressemble beaucoup ce petit garçon et c'est ok et c'est même plutôt drôle et en plus des fois il a raison. Je me suis fait un copain en fait avec Ok. cette BD. Ok. Donc, tu t'es identifié à ce jeune héros. Est-ce que tu étais déjà intéressé par la BD avant de découvrir celle-là ou pas du tout? Alors oui, mais je lisais des choses à la fois cultes et classiques, mais Ouais. là c'est des Boulet Bill, les Ouais. Astérix, des choses comme ça, des choses un petit peu plus formelles. Ouais. Là, c'est un auteur, c'est une œuvre américaine, Mhm. donc qui change des choses classiques qu'on connaît en France. Avec cette BD, ce qu'il y a eu en plus, c'est qu'il y a une part d'artistique. Là où les autres BD, c'était uniquement du divertissement, sans Mhm. juger que le divertissement, l'art, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, en dessous, on s'en fout. Mais c'est plus que les autres BD, il y avait juste du divertissement. Et là, il y avait un truc en plus. Je sentais que l'auteur, c'était pas juste pour faire plaisir à son public, c'était pour vraiment partager les choses qu'il a au fond du cœur, ses réflexions sur le monde. Et je crois que cette BD, surtout, m'a ouvert en fait quelque part à l'art. Ça a été ma première approche de l'art, de Ouais. l'intention artistique et sincère d'un Ouais. créateur. Oui, c'est marrant que tu dis ça, c'est exactement la question que j'allais te poser. J'ai l'impression, en t'écoutant, que si tu es comédien, metteur en scène, etc., cette BD n'est peut-être pas complètement étrangère à tout ça. Je pense que ça m'a appris à casser un petit peu certains codes, à oser dans la créativité. Les choses que je fais moi en tant qu'artiste aujourd'hui ne ressemblent pas, c'est pas les mêmes sujets, Non, mais en bien tout cas sûr. juste dans l'ouverture de casser les codes et proposer des choses Ouais. différentes et surtout avoir une sincérité intérieure. Cet artiste m'a beaucoup aidé avec les Beatles. J'ai hésité avec les Beatles, je me suis dit, On fera ça pour un autre épisode, éventuellement. Ah bah oui, mais non, mais zut, maintenant tu as dit le nom. Ah, zut. Euh, euh, qu'est-ce que tu sais de cet artiste? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Alors, c'est un auteur de BD américain qui est né dans les années 50, je crois, 52, quelque chose comme ça. Il a travaillé au départ, il était caricaturiste. Ça lui a pas trop plu. Et puis, il a commencé à créer cette petite série qui a tout de suite eu un succès assez fulgurant. Il l'a écrit de 85 à 95, il me semble. Et un jour, en 95, il a décidé d'arrêter, entre guillemets, au fait de sa gloire, et de se retirer du monde, Ah oui, et de se faire très très discret et de ne plus intervenir, et estimant que s'il allait plus loin, il risquait d'y avoir des redites et que ça pouvait un petit peu tâcher son œuvre. Et c'est d'accord. quelqu'un qui a beaucoup lutté contre les maisons d'édition. Il a refusé qu'il y ait du merchandising autour de son œuvre. Il a dit non très souvent à beaucoup de maisons d'édition. Et il a imposé que, ouais, il a vraiment présenté ça comme une œuvre artistique. Et j'interdis qu'on y touche. Je fais les choses comme je l'entends, sinon je pars. Et c'est cette intégrité artistique qui me touche beaucoup chez cet auteur. Et du coup, Mm. cette humilité aussi, à un moment, d'avoir quitté les feux de la rampe pour aller Ouais. vivre une vie comme monsieur et madame tout le monde, tranquillement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'écrit plus, il ne publie plus? Il a arrêté complètement? Ouais. Alors, Ah c'est quelque chose ouais, qui est très dur pour moi à accepter parce que bah ouais, j'aurais adoré qu'il continue, mais que bah je trouve oui. assez beau artistiquement. Il Mm. s'est dit, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai interdit qu'on m'impose des choses, je l'ai fait comme ça et maintenant c'est fini. Il est apparu une fois ou deux dans les années 2010 pour des
des prix de la BD, où il doit avoir des prix pour son œuvre, des choses comme ça. Donc voilà, une fois ou deux, il est revenu, mais sinon, hop, il est retourné plutôt dans l'anonymat, alors que son œuvre est vraiment assez culte et a influencé énormément d'autres dessinateurs, mais d'autres artistes en général. Donc c'est quelqu'un qui a un poids important, mais qui a décidé de se la jouer discret ensuite. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut saluer. C'est parce qu'en général, quand on surfe sur le succès, ils ont plutôt tendance à vouloir produire et continuer. Ok. Dis-moi, admettons que par le plus grand des hasards, quelque chose devienne possible. On t'invite à déjeuner ou à dîner avec lui. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui poser comme question? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aimerais lui demander qu'est-ce qu'il pense que son héros penserait du monde d'aujourd'hui. J'aurais peut-être envie de lui demander comment est-ce que son héros, une fois qu'il sera grand, à quoi il ressemblera. Et je pense que la réponse que j'aimerais entendre qu'il me ferait sera: mais mon héros, il sera jamais grand. Ça sera toujours un petit garçon, et il y a le monde réel et il y a le monde du divertissement, de l'art, et il faut pas mélanger les deux. Je pense qu'il faudrait pas lui poser cette question, en fait, au final. Peut-être que c'est ce qu'il te répondrait au final. Très bien. À qui tu le conseillerais? À qui tu conseillerais ces BD? Je vais conseiller ça à tous les gens qui ont envie d'un peu de poésie, qui ont envie d'un peu de philosophie enfantine. Un petit peu à tout le monde. Ça se lit très facilement. Chacune de ces BD, c'est comme un bonbon. Donc, j'ai envie de donner des bonbons à tout le monde, moi. Donc, c'est à tout le monde. Et j'ai donc compris que tu es en train de constituer toute la collection. Tu achètes petit à petit les tomes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte de te replonger dans ces histoires, dans ces BD-là? Il y a plusieurs choses. Ça me ramène à mon enfance, mais pas uniquement. Je pense sincèrement que certains, j'ai dû les lire 10 fois. Et à chaque fois, les blagues, les gags, la profondeur de la réflexion, des thématiques, ça parle de l'art contemporain, ça parle des relations entre les difficultés des relations humaines. Et moi, ça m'allège un petit peu l'esprit dans mon quotidien. Ça m'apporte un peu d'insouciance, et du coup, ça met un peu une bulle de sécurité par rapport au monde qui, de temps en temps, peut être un petit peu agressif. Ça me resécurise. Et puis, si je fais ça, c'est qu'il y a une autre raison qui me touche, moi. C'est que je vais bientôt être papa. Oui. Et du coup, j'ai très hâte de transmettre ça à ma fille. Et cette BD, ce personnage, cette œuvre est tellement importante pour moi qu'il se trouve que ma conjointe est dessinatrice également. Et elle va faire un tableau qu'on va accrocher dans la chambre. Et ce tableau, ce sera, tu sais, les Beatles qui marchent sur les passages piétons. Oui. On va prendre cette image-là en hommage aux Beatles, mais on va rajouter à la place des 4 Beatles, on va avoir Mafalda, Totoro et ce petit garçon avec son copain qui vont marcher comme ça. Et ça, on va accrocher ça dans la chambre de ma fille. Donc, c'est dire que voilà, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, là, il y a vraiment quelque chose de symboliquement très, très fort, quoi. Mais c'est joli, en fait, parce que tu vas continuer dans la transmission, puisque d'une certaine manière, c'est ta sœur qui te l'a transmis, et toi, tu vas le retransmettre à ton enfant. C'est très beau. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Absolument. Bah oui, c'est dans la transmission. Et ça me fait penser aussi un petit peu, quand tu en parles un peu comme quand on a cette nostalgie, tu sais, de notre enfance. Ouais, il y a un petit peu de cette nostalgie-là, mais en même temps, je trouve ça tellement moderne que j'ai pas forcément besoin de repenser au passé. Aujourd'hui, de les lire dans le présent, ça me va. Et, ça te nourrit aussi maintenant. Ouais, ça me nourrit. Et ce que j'aimerais, c'est que plus que ce ne soit ma propre nostalgie, j'aimerais que le monde entier ait une nostalgie enfantine comme ça grâce à cette œuvre. C'est pas uniquement moi, je trouve que c'est universel, et j'aimerais que le monde entier ressente un petit peu cette poésie qui est dans cette œuvre. Message reçu. Alors Gwendal, je crois qu'on arrive au
au moment où le suspense est intenable, moi j'ai l'impression que j'ai une idée pour une fois, parce qu'en général mes invités me parlent de leur coup de cœur, je devine pas toujours, mais là je crois que j'ai une petite idée. Alors Alors, tu attention, peux te tromper parce qu'il y en a l'artiste. plusieurs qui peuvent ressembler à ce que je vais dire. Mais vas-y. Alors allons-y, l'artiste que tu nous présentes aujourd'hui est... Et Bill Watterson, à travers son œuvre Calvin and Hobbes. Oui, j'avais bon. Bravo. Je voulais pas parler de la peluche parce qu'on aurait deviné trop vite. Mais oui. D'accord, Calvin and Hobbes. Hobbes. Effectivement, oui, je me souviens de l'avoir lu aussi et d'avoir eu une tendresse particulière, pour ce petit gars. Avant de nous quitter, on va faire un petit pas sur le côté. Au moment où on enregistre cet épisode, ta pièce qui s'appelle Ego va être jouée. Les liens seront dans la description de l'épisode. C'est une pièce que tu as écrite, mise en scène et dans laquelle tu joues, mais pas tout seul. Il y a, peux-tu me rappeler son nom? Je l'ai Anne Fisher. Anne Fisher, exactement. Alors, cette pièce, d'après ce que j'en ai lu, puisque je n'ai pas encore eu la chance de la voir, tu dis que c'est un huis clos, presque un seul en scène. Pourquoi? Alors, pour faire simple, c'est l'histoire d'un garçon qui a du mal à se remettre de sa rupture amoureuse. Il se retrouve dans son appartement à ressasser un petit peu le passé. Et il ressasse le passé. Alors, il est tout seul, mais j'ai envie de dire, il est tout seul avec lui-même. Et en fait, il y a une partie de lui qui représente le cœur, pour simplifier, une partie de lui qui représente la raison. Et il y a un échange entre le cœur et la raison, qui voit les choses de façon très, très, très contradictoire. Il y en a un qui parfois n'en peut plus d'amour pour son ex, et l'autre qui lui dit « Non, mais on va se détendre un petit peu, et voilà, c'est pas la fin du monde, on va se remettre d'aplomb. » Donc voilà, c'est un dialogue entre le cœur et la raison. Et il se trouve que, en plus, sur scène, il y a le souvenir de son ex, la projection qu'il a de son ex qui est jouée par Anne Fisher. Donc ce n'est pas son ex, c'est juste la projection qu'il en a. Et du coup, des fois elle va être très cruelle, des fois très douce, ça va le parasiter en fonction de son état. Il va y avoir un combat alors mon personnage s'appelle Jack, entre Jack cœur, Jack raison et le fantôme de Hélène. Il va y avoir tout un combat un peu chaotique. Et il se trouve qu'en plus, ce personnage est écrivain. Et quand il écrit ses histoires, il aime bien les mettre en scène. Et du coup, il s'imagine prendre la place de ces personnages. Et de temps en temps, ces personnages viennent mettre leur grain de sel sur son histoire amoureuse. D'accord. Et donc, de temps en temps, il y a un joyeux bordel, parce que quand on est amoureux, ça nous arrive à tous des fois d'être complètement perdus, ne plus savoir ce qui se passe. Et donc voilà, il y a un mélange entre son cœur, sa raison, son ex et c'est les personnages de ces histoires. Ok, donc c'est une pièce qui parle d'amour, en fait, qui questionne l'amour à ta manière, mais pourquoi avoir choisi ce sujet-là? C'est une question un petit peu vacharde, ok? Ouais. Tout le monde a parlé de l'amour, et pourquoi t'en parles toi aussi? Hein? J'ai pas de souci. C'est que tout simplement, et j'en parle un petit peu, ça parle d'amour et en sous-texte, ça parle un petit peu d'art également. Et d'ailleurs, je fais des rapprochements entre l'amour et l'art. Et tout simplement, comme beaucoup d'auteurs, de créateurs, ça part d'une histoire un petit peu personnelle, à un moment où j'avais une énergie un peu difficile à canaliser suite à une histoire amoureuse. Et cette énergie, j'ai voulu en faire, plutôt qu'elle ne me ronge, j'ai voulu en faire quelque chose. Et j'ai voulu l'utiliser pour créer. Et du coup, à ce moment-là, tout ce que j'avais en tête, c'était cette thématique. Et du coup, voilà, j'ai balancé tout ça sur le papier. Et c'est pour ça que ça parle d'amour. C'est parce que à ce moment-là, la seule chose que j'avais en tête, c'était l'amour. Après, il faut pas oublier que c'est uniquement le point de départ. Bien sûr, mais ensuite c'est romancé, faut pas aller chercher de thérapie là-dedans. Oui, c'est pas non plus un truc thérapeutique, prise de tête. Au contraire, c'est plutôt, il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de fantaisie, donc c'est pas du tout plombant. Une chose aussi que tu as soulevée, c'est que tu dis que dans cette pièce, il y a un ingrédient bien spécifique qui est au cœur de la pièce, c'est le jeu de comédien, c'est-à-dire. Alors au départ, moi je suis comédien et j'avais envie de
ces lettres de noblesse à ce métier de comédien, parce que des fois certaines personnes sont comédiens pas forcément pour les bonnes raisons, c'est plus pour les paillettes, la lumière, etc. Et moi j'ai voulu vraiment dans cette mise en scène faire en sorte que ce soit le jeu de comédien qui soit la priorité. On peut faire des choix de mise en scène, on peut choisir de privilégier le texte, de privilégier les lumières, de privilégier plein de choses. Moi, à la base, c'était le jeu de comédien que je voulais mettre en avant. Et je l'ai fait par le fait que je me retrouve à jouer beaucoup de personnages, qu'il y a pas mal de textes, il y a pas mal de choses à faire pour les comédiens sur scène. C'est assez éprouvant. Et voilà. Et donc, j'ai envie de proposer ça au public et que le public en ressorte de la même façon que de temps en temps, ils sortent d'un spectacle de magie. Ils se disent, waouh, le magicien, il a fait un truc. Ils savent qu'il y a un truc, mais ils ont rien vu. Ça paraît naturel. Ouais. Et moi, j'ai envie de proposer ça, qu'à la fin, ils se disent, waouh. Mais l'idée, c'est juste de montrer aux gens, un travail de comédien rigoureux où qu'on se dise il y a beaucoup de travail et ils ont mérité leur gamelle à la fin de la soirée. Sur ce jeu de comédien et sur ces différents aspects de ton personnage, tu as travaillé comment ? Tu es passé par l'impro, certainement ? C'est ça, je travaille beaucoup seul. Bien sûr, à un moment, on montre un œil extérieur et on va ajuster à la marge quelques petites choses, mais j'ai confiance dans le fait, et ça va revenir à ce dont je parlais avec Bill Watterson, c'est que ce qui compte, moi, c'est de partager ce qui est au fond de moi. Donc, je ne peux pas trahir ça, je peux pas me plier à l'œil extérieur, je dois partager ce qui parle de moi, c'est ça qui est intéressant dans l'art. Et si les gens en face n'aiment pas, c'est pas grave du tout, c'est vraiment pas grave. Parce qu'on peut pas avancer si on fait les choses pour le spectateur. Sans doute que ça fera du buzz et beaucoup d'entrées, etc. Mais le monde a besoin de comprendre qu'intérieurement, on est tous différents et on doit essayer de proposer ça de façon pacifique à travers l'art. Essayer de proposer notre différence intérieure aux autres le plus sincèrement possible. Donc, je travaille beaucoup tout seul, je me fais confiance. Et si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. J'aurais eu le mérite d'être sincère. Voilà. Oui, très bien. Je crois que c'est ta première création théâtrale en tant qu'auteur. Oui, après j'ai fait d'autres petits projets. J'ai écrit un livre, j'ai fait une petite web-série, mais au théâtre, c'est ma première. Au théâtre, c'est ta première. C'est ça. Donc il y a tout le stress apprendre la technique, les lumières, la production, la communication, en plus de l'artistique. C'est beaucoup de choses. Oui, bienvenue au club. Ok, merci beaucoup Gwendal pour tout ça. Donc je le répète, toutes les informations seront dans la description de l'épisode. Donc si vous avez de la chance et que vous tombez au bon moment, vous aurez le temps d'aller la voir. Sinon, on sait jamais, peut-être qu'elle sera reprise quelque part un jour ou l'autre, ailleurs que sur ces dates-là 2025. Merci Gwendal, merci beaucoup de nous avoir partagé cet amour de cette BD et de cet artiste. Merci pour l'invitation, c'était très sympathique et je trouve que c'est une très bonne idée cette rubrique bouche à oreille. J'en avais écouté quelques-unes. Merci, à très bientôt Gwendal. Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Je sais pas vous, mais pour ma part, j'ai appris certains détails sur le créateur de cette BD. Je la connaissais, mais je ne connaissais pas par exemple le fait que son auteur avait décidé de ne plus rien publier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le regard de Gwendal sur Calvin et Hobbes et moi, ça m'a donné envie de relire toute cette série. Je signale que Gwendal, au moment de cet épisode, joue sa pièce de théâtre Ego et que le lien est dans la description. Si toi aussi tu aimes Calvin et Hobbes, si tu as aimé cet épisode, eh bien dis-le moi, laisse un commentaire sur ton appli d'écoute ou bien tiens, viens m'en parler sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je t'invite grandement à consulter le site internet dédié au podcast. Tu vas y trouver d'ailleurs un article sur la BD Calvin et Hobbes et puis plein d'autres choses aussi. Allez zou, on referme cette rubrique, on referme les coulisses. Merci pour ton écoute, à bientôt.